c'est parti. Donc, du coup, moi je m'appelle Pierre Lenaf, je suis botaniste au Conservatoire botanique du Massif central. Et du coup, rapidement, on travaille depuis bientôt 10 ans avec l'INRA sur ces approches de services écosystémiques en système d'élevage de moyenne montagne. Et du coup, je voulais vous faire un retour sur un peu le travail qu'on fait et finir en fait sur un peu le temps de l'action, parce que en gros, on a quelque chose qui nous tient à cœur, nous botanistes, c'est que généralement, une fois qu'on a perdu une belle prairie, on l'a un peu perdu pour toujours, et du coup, il y a urgence aujourd'hui sur de nombreux territoires à sauver les belles prairies qui nous restent. Alors, du coup, mon plan, il va aller très vite. Il va y avoir une première partie, c'est juste pour rappeler des bases. Mais je ne vais pas m'épancher trop parce que vous en savez tous autant que moi sur la question. Donc il y a agriculture, biodiversité. Sur les services écosystémiques, je vais passer en fait très vite pour gagner du temps sur la dernière partie, puisque ça a été abordé un peu dans la présentation précédente. Sachant que je pense que ma présentation ira dans un sens un peu différent, mais ça sera du coup intéressant à discuter. Et surtout, j'insisterai sur la dernière partie. C'est finalement la biodiversité en projet, c'est comment on peut construire un projet de biodiversité avec le monde agricole sur des territoires herbagés de montagne. Donc je vous présenterai la démarche, je vous présenterai l'action qu'on est en train de mener, des ateliers de formation et notamment l'intégration de quelque chose qui m'était totalement étranger, c'est-à-dire les apports de la science sociale. Et enfin, la dernière étape, on est en train de monter un véritable projet, en fait, d'économie de la biodiversité. Là, je vais passer très vite, mais c'est pour rappeler les chiffres. C'est en tout cas simplement pour rappeler que la réalisation en fait de toute cette biodiversité qu'on voit dans les végétations herbacées aujourd'hui à l'échelle, mais pas seulement du Massif central, on va dire globalement de toute la France métropolitaine, elle est héritière d'un passé très complexe de mouvements de colonisation forestière et de déforestation liés à l'homme. Et ce qui veut dire que finalement l'ouverture du milieu par l'homme a permis le développement de végétation herbacée originale, et qu'en plus aujourd'hui il y a des résultats très intéressants de recherche qui montrent qu'en plus la diversité des habitats agro-pastoraux est directement liée à l'ancienneté de leur ouverture par l'homme. Alors, du coup, je disais, l'histoire de végétation, comprendre cette histoire, c'est aussi changer de regard pour nous, botanistes. C'est aussi s'approprier le concept de patro-endémisme, donc qui voit finalement l'origine en fait des végétations herbacées dans des petites populations diploïdes qui se développent dans des écosystèmes, on va dire herbacés contraints, donc des falaises, des zones de tourbières, mais le développement en fait de populations pluriploïdes dans les espaces agro-pastoraux. Donc on est en plein processus de création d'une nouvelle biodiversité du fait de ces déboisements anciens par l'homme. Donc l'importance de différencier milieu primaire, milieu secondaire, et surtout de retenir que finalement les prairies aujourd'hui qu'on a, elles sont un héritage culturel et patrimonial, et ce patrimoine il est à la fois naturel et humain. Voilà. Et du coup, nous, en tout cas ce que je développe au Conservatoire botanique, c'est que parce que c'est un patrimoine paysan, et son maintien il nécessite forcément un coportage entre monde agricole et monde naturaliste. Donc en gros, ça va à peu près faire 10 ans que je travaille. J'ai passé 6-7 ans à travailler dans mon coin en tant que botaniste et à aller dans plein de réunions et me dire là, il y a de la biodiversité de dingue, etc. Et que j'ai pris conscience il y a 2-3 ans que finalement, si on voulait préserver de la biodiversité avec le monde agricole, il fallait co-construire à la base des projets avec eux. Ça vous paraît peut-être basique, mais en tout cas, moi, ça a été un peu mon évolution ces dernières années. Agriculture, biodiversité, j'y vais très vite. On a un modèle général d'augmentation de la fertilité des sols. Donc il y a des études qui montrent que même dans les espaces naturels, aujourd'hui, du fait des activités industrielles, on a des dépôts de 30 unités d'azote par hectare et par an. C'est pas rien pour des végétations de pelouse très maigres. Et finalement, sur des territoires comme le Massif central, mais c'est le cas aussi dans les Alpes et les Pyrénées, dans des territoires de moyenne montagne qu'on croyait relativement préservés, on se rend compte qu'on a quand même une progression continue de la fertilité des sols et une disparition progressive, tant en qualité qu'en quantité, des surfaces en herbe. Alors forcément, on n'a pas de réseau de suivi, donc c'est un peu compliqué de mettre tout ça en exergue. Rapidement, il y a des auteurs qui ont proposé dans une publication sur des papillons un concept qui s'appelle le General Specialist Continuum, et que je trouvais très intéressant, qui montre que finalement, les 50 ans de préservation de la biodiversité en Europe ont montré que finalement, en préservant efficacement des écosystèmes exceptionnels, on a réussi, on a parlé un peu du damier de la Suisse ce matin, on a réussi à préserver nos espèces vraiment patrimoniales dans des habitats très spécialisés, que les végétations ou les animaux très généralistes se portent bien, et que par contre on a tout ce qu'on va appeler en français, on va dire la biodiversité ordinaire, qui est en train de complètement se casser la figure. Et que donc du coup je proposais de retenir un peu
tout cas ces aspects-là, comme la conclusion de 50 ans de protection de la nature en Europe, c'est qu'on a fait des choses pour un petit nombre d'espèces, mais en fait on n'a pas fait grand-chose pour la majorité d'entre elles. Voilà. Alors sur les services écosystémiques, donc je ne vais pas y revenir, en tout cas on a une approche qui est quand même qui se veut globalisante, qui se veut une rencontre entre le monde de l'économie environnementale et celui de la biologie de la conservation, dont les concepts sont intéressants, je ne remets pas ça, en cause. Par contre, on a en tout cas une approche globalisante qui quand même gomme un certain nombre de complexités et que nous, en tant que conservateurs botaniques, on ne peut pas laisser passer entre guillemets, parce qu'encore une fois, par rapport à certaines végétations qui sont peu fréquentes, et ben finalement, on peut difficilement les prendre en compte dans ces approches-là. Voilà. Donc, rappelez qu'un processus de classification, c'est jamais neutre. Et nous, on le voit très bien dans nos approches, puisqu'aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on travaille avec les agronomes de l'INRA, et qu'au début, eh ben, on ne voyait pas du tout les mêmes choses, et que c'est au bout de 10 ans de travail en commun qu'on commence à voir les mêmes choses, et à aller l'un et l'autre de plus en plus finement vers les approches de l'autre, voilà. Et que du coup, ça c'est important, et ce qui veut dire que finalement, nous en tant que conservateurs botaniques, en tant que, je veux dire, conservateurs d'espaces naturels ou parcs naturels régionaux, je pense qu'on a vraiment intérêt en fait à prendre part à ce processus, parce que notre vision, eh ben, si on n'est pas là, elle ne sera pas forcément prise en compte. Donc en tout cas, voilà des questions que je pose aussi sur la gestion finalement, est-ce qu'on doit se conformer finalement à une typologie ? Ou est-ce qu'on doit imaginer que ces typologies, elles doivent être dynamiques et que finalement on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, mais on est là pour, à travers les typologies qu'on fait, apporter en fait des clés de compréhension en fait, et de lecture des typologies qu'on réalise. Voilà. Alors je vais avancer. En tout cas, notre mission, c'est en tant que conservatoire, c'est bien sûr c'est surveiller, alerter, c'est s'engager, mais surtout pour moi, c'est ne pas rester cloisonné aujourd'hui au rôle qui nous est assigné. Et donc participer à des programmes en fait, de recherche avec les laboratoires de recherche pour apporter notre regard sur ces problématiques-là. Donc rappelez bien sûr que tout processus de qualification il consiste toujours à souligner certaines qualités et à en négliger d'autres, que ces qualités ne sont pas des attributs intrinsèques à l'objet qu'on qualifie, mais c'est bien des attributs relationnels. Et enfin, que tout processus de qualification est à la fois un jugement de valeur et un jugement pratique par rapport à notre propre sensibilité. Alors du coup, maintenant, c'est un peu, je vous présente ça, c'est que donc on travaille, nous, avec l'INRA, avec d'autres, sur la qualification des services écosystémiques, mais aujourd'hui, finalement, on a décidé de s'embarquer en fait dans un vrai projet de biodiversité de territoire, parce qu'on a la chance d'avoir des territoires très préservés. Là, on est sur une visite d'exploitation agricole d'un jeune couple du Nord-Pas-de-Calais qui est venu reprendre une exploitation sur l'Aubrac. Et donc c'était une journée de formation sur finalement les équilibres agroécologiques à l'échelle d'une exploitation agricole avec les collègues des chambres d'agriculture. Alors du coup, moi en tout cas c'est un constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui on a besoin de sortir du cadre institutionnel, on a un héritage qui est extrêmement lourd de conséquences et que finalement la banalisation des territoires, l'industrialisation de l'agriculture, elle résulte quand même d'une activité planifiée et volontaire de l'État français. Voilà une citation d'un monsieur Claude Béranger, qui est quand même le monsieur qui a créé l'INRA de Clermont-Ferrand, qui est quelqu'un qui a dépassé qui a autour de 80 ans aujourd'hui, donc qui est quelqu'un de très respecté dans le milieu de l'agronomie, et qui fait un constat effectivement assez amer aujourd'hui, et que finalement on aurait pu, alors je dis pas qu'il fallait pas de révolution agricole, qu'il fallait pas de remembrement, mais on aurait pu trouver finalement une voie d'évolution de notre agriculture qui ne conduise pas à faire table rase du passé. Alors pour autant, il y a eu un changement de paradigme dans la recherche française, je ne dis pas le contraire. On a eu finalement une alliance de la prairie et de l'environnement dans les années 90, mais force est de constater qu'on ne peut pas vraiment dire que ces approches-là ont diffusé dans les organisations professionnelles agricoles, alors que le discours des années 60 s'est très bien diffusé dans les organismes. Voilà. Alors nous, on a un historique récent sur le Massif central, je vais passer très très vite sur ces aspects-là. On a eu un programme en fait qui s'appelait Milieu ouvert herbacé avec les parcs naturels régionaux, où on a fait un travail de qualification de la trame herbagère. Il y a un deuxième gros programme, cette fois-ci piloté par l'INRA, qui consiste en fait à réaliser une typologie multifonctionnelle des prairies du Massif central. Et enfin, dernièrement, on a eu un programme intermassif avec les Alpes du Nord et les Pyrénées-Atlantiques, pour comprendre en fait quelle utilisation à l'échelle des territoires les agriculteurs faisaient de leurs différents types de prairies, avec là aussi une approche vraiment poussée sur les services écosystémiques. Mais ça, c'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. En tout cas, pourquoi on a ce projet pour le Massif central ?
Parce que ça fait toujours plaisir de le dire, c'est quand même la plus grande prairie d'Europe. On a des territoires herbagés, on a des terres de production agricole sous signe de qualité, et on a aussi des hommes qui sont pas faciles au premier abord, mais n'empêche que c'est ce caractère un peu fort des gens de la montagne qui font que les évolutions des pratiques agricoles n'ont pas exactement été les mêmes que sur d'autres territoires. Voilà. Alors, du coup, voilà, dire en tout cas que pour moi aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de faire des typologies, on ne peut pas se contenter de faire des présentations dans des colloques. Aujourd'hui, moi je me suis engagé dans un vrai processus de travail sur le terrain avec des organisations professionnelles agricoles et qu'on est en train de monter un projet vers une économie de la biodiversité. Donc là, je vous ai mis le symbole de l'AOP fin gras du Mézin, où on a quand même des agriculteurs qui ont choisi une plante comme symbole de leur AOP. Et donc je dis c'est tout un symbole et avec eux, on est en train de réaliser voilà, un travail. Alors cette démarche, dire tout simplement qu'elle est en 3 étapes. Bien entendu, on a besoin d'acquérir des données scientifiques et techniques parce qu'il faut qu'on pèse dans le débat et qu'on influe des choix politiques. Ça, je ne vous le présente pas aujourd'hui. Et je vais plutôt m'attarder sur les 2 derniers aspects qui sont la diffusion d'outils techniques auprès des techniciens et responsables locaux et bien entendu la mise en place des ateliers de formation sur le long terme parce qu'il y a un moment donné, on peut faire des jolis documents. Si on ne donne pas aux gens envie de les lire, eh ben, ils restent sur une bibliothèque. Alors du coup, on a diffusé des outils techniques. Alors nous, là, j'en ai quelques exemplaires s'il y a des gens que ça intéresse. C'est sur une méthode en fait de qualification de la trame herbagère. Alors c'est pas du tout un outil pour destiné aux agriculteurs, hein, c'est vraiment un outil destiné aux gestionnaires. Et puis aussi un travail, là, donc le fameux travail piloté par l'INRA auquel le CBN a participé, où on a réalisé une typologie multifonctionnelle des prairies, intégrant l'approche par les services écosystémiques, avec la réalisation donc, de fiches. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, on est descendu à une échelle phytosociologique très fine, c'est-à-dire qu'on descend, alors pas forcément à l'échelle de toutes les associations, mais on est au minimum au niveau de l'Alliance. Et pour chaque type de prairie, le travail des agronomes a consisté à travailler sur voilà, les taux de productivité de cette parcelle, la fromageabilité aussi du lait qu'on produit sur la base de ces parcelles. Et donc on a qualifié en fait à travers ce travail, alors pas encore tout, puisque là on est encore sur une 2e phase du projet et ça avance, mais ça pour vous dire, ça c'est un outil finalement il y a 5-6 ans, les conseillers de chambre d'agriculture, voilà, il a fallu s'y mettre, il a fallu qu'on partage un langage commun, et ce que je disais en aparté tout à l'heure, aujourd'hui moi ça me fait plaisir de voir des conseillers de chambre d'agriculture qui me disent ouais mais ce type là en fait je me rends compte que sur le livre de la forêt et ses alliés en fait il faut absolument qu'on sépare ces types, c'est pas du tout le niveau de production, celui-là il est beaucoup plus tardif, etc. Et donc là tout doucement on est en train en fait de co-construire un vrai projet de prise en compte de la biodiversité dans le parcellaire agricole. Alors voilà un peu pour, on aurait pu faire une formation complète sur cette typologie, voilà, je vais passer vite et je balaye un peu ce qu'on fait. Et surtout ce que je voulais insister, parce que moi c'était un peu une découverte pour moi cette année, c'est que finalement ces ateliers de formation qu'on a mis en place avec les collègues de chambre d'agriculture, c'est un peu ce que je voulais vous présenter, parce qu'au final à la base, c'est pas quelque chose qui semble naturel pour un conservateur botanique de s'associer avec des groupes d'agriculteurs pour faire des projets de biodiversité, mais en tout cas nous c'est ce qu'on est en train de faire, et ça demande en tout cas de sortir un peu de sa casquette de technicien et de travailler un peu de manière différente. Donc c'est ce que je voulais vous présenter. C'est que finalement ce qu'on a construit avec les agriculteurs, c'est vraiment un travail co-construit, donc basé en plusieurs étapes. Donc bien entendu face au lieu, comprendre quelles sont la diversité en fait de ce territoire-là, mais aussi face au temps. Si on ne comprend pas pourquoi il y a eu les évolutions agronomiques sur ce territoire-là, pourquoi ils ont développé des prairies temporaires, pourquoi on fait monter du maïs, etc. On ne peut pas se contenter de dire cette prairie est jolie si on ne comprend pas la globalité du fonctionnement de l'exploitation agricole. Et bien entendu face aux hommes, parce que oui, non mais voilà, je suis pas tombé derrière non plus, il y a des gens avec qui on ne peut pas travailler, mais néanmoins aujourd'hui il y a des gens qui ont envie de travailler, et c'est vraiment important de repérer, on va dire, ces détenteurs de savoir, qui ne sont pas forcément des gens qui se mettent en avant dans les organismes professionnels agricoles, mais qui sont des gens qui font un magnifique métier sur le terrain, qui nous préservent réellement la biodiversité, et que ces gens-là, il faut aujourd'hui qu'on soit en mesure de les mettre en valeur et de leur faire assumer cet acte de préserver l'environnement en ayant des pratiques économes. Voilà. Alors, les clés de la réussite, tout simplement, c'est l'élaboration conjointe, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est que tous les documents qu'on fait, on les co-construit avec les agriculteurs, on fait des groupes de travail, on voit avec eux ce qu'ils ont envie qu'il y ait dans un guide, qu'est-ce qu'on y met, etc. Je disais l'apport des sciences sociales, donc moi, quand on avait fait le projet MOH, au final, à la fin, voilà, on est arrivé avec notre casquette en fait, de scientifique, technique, on avait fait des magnifiques typologies, et puis on n'arrivait pas trop à en parler, et puis il y a un moment donné, les parcs naturels régionaux avaient l'habitude de travailler avec une association qui s'appelle GESER,
qui est une association internationale qui est née en Amérique du Sud sur la défense en fait, des peuples indigènes. Et du coup, alors, moi au début quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais je vais pas aller voir les gars du Cantal, leur dire vous êtes le peuple indigène, il faut que je valorise vos savoirs. Donc j'avoue, personnellement, au départ, moi j'étais non mais je trouve que c'est du voyeurisme total, je suis incapable de faire ça. Donc je suis parti en stage avec eux, je suis allé faire des enquêtes auprès des agriculteurs avec eux, et là forcément j'ai découvert des gens d'une sensibilité énorme. Et du coup, où on a réussi finalement à me faire abandonner ma carapace de technicien, à développer un vocabulaire commun, et je vous prends l'exemple tout bête du choix de la formation, vous dire maintenir la biodiversité dans vos prairies, vous n'avez pas grand monde, et vous faites une formation que peuvent vos prairies en fonction de leur potentialité, vous avez déjà plus de monde, et pourtant vous faites un peu la même chose durant ces jours. Alors du coup, j'ai plus trop de temps, mais en tout cas, voilà, on a fait un guide avec les agriculteurs. Encore une fois, ce qui est important, et ça je pense qu'il faut absolument sortir des modèles. Il y a un moment donné, une formation des agriculteurs, vous passez un peu un quart d'heure à démonter le système comme il est aujourd'hui, et ben ça permet d'aller vachement plus loin avec eux. C'est une réalité, hein, voilà, les MAE c'est pas parfait, etc. Voilà, donc on a fait des guides avec eux, des trucs tout simples, où on fait des jeux en fait de reconnaissance d'espèces. Encore une fois, la biodiversité, c'est ça qui est génial avec la nature, c'est que c'est simple, les plantes elles poussent pas par hasard. On sait où elles poussent, nous botanistes, avec notre expérience de terrain. Et donc c'est de les amener à travailler sur ces aspects-là et de leur faire comprendre en fait comment lire la biodiversité dans les prairies avec des documents très très simples. Voilà. Et enfin, bon, je ne vais même pas en parler, parce que du coup j'ai plus de temps. Donc en tout cas, pour vous dire qu'aujourd'hui on monte finalement, on va essayer de monter un vrai projet d'économie de la biodiversité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une appellation d'origine, un label rouge, c'est quoi? C'est un terroir des savoir-faire. Et ben nous on dit que sur nos territoires de montagne, que ce soit dans les Alpes, dans les Pyrénées ou dans le Massif central, il y a intérêt à faire rentrer de la biodiversité et à trouver une synergie pour monter un cadre spécifique, une démarche collective et réinventer la relation de nos produits de qualité avec nos terroirs. Donc là, c'est quelque chose qu'on va essayer de monter dans l'hiver. Voilà. Parfait. 15 minutes. Réinstaurer, revenir, restaurer la biodiversité végétale, voire même touristique, ça veut dire aussi aller à l'encontre de modèles aujourd'hui agricoles, ceux de la PAC, et donc sortir d'un monoculture et revenir à une agriculture paysanne, extensive, et à une polyculture. Ah mais on est entièrement d'accord, c'est ce que je dis, quand je dis sortir du cadre institutionnel, c'est justement... Alors, la grosse différence, c'est qu'on a encore énormément de gens qui sont dans ce système-là, dans les montagnes. C'est forcément, ici, j'imagine, c'est toute une complexité, mais aujourd'hui, on a des gens, en fait, dans nos territoires de montagne, qui préservent une biodiversité de dingue. Ils ne l'ont pas fait pour ça, ils l'ont fait par économie. On dit toujours radin malin, c'est un peu ça, c'est qu'on a des gens aujourd'hui, on leur a dit, hein, tous les conseillers sont venus les voir, les mecs, voilà, il y a des gens ils sont pas évolués parce qu'ils sont bêtes, non, ils n'ont pas évolué parce qu'ils ont dit, non, moi ici, ça marche pas chez moi, donc moi je sais ce qui marche chez moi et je le garde. Et qu'aujourd'hui, voilà, on en arrive à un point, on a eu une énorme crise du lait en 2008, et que finalement, les gens qui tiennent le coup en montagne, c'est ceux qui ont un peu le moins intensifié leur système. Notamment le syndicat des Saints, par exemple, ouais. Mais il faudrait aussi aller même plus loin et se demander qu'est-ce qu'on apprend aussi à nos jeunes dans les lycées agricoles. Alors, je n'ai pas mis là, mais on est en train de monter un module pédagogique avec Supagroflora. J'interviens dans les lycées agricoles régulièrement, j'y vais la semaine prochaine. Voilà, où je fais des formations aujourd'hui en CFPPA et auprès de BTS, des formations toutes simples, on se balade une journée dans les prairies avec les gamins et on discute de ce qu'on voit autour de nous. C'est Louis François, conservateur tailleur en Picardie. Super présentation, c'est parfait, ça correspond parfaitement aux valeurs. Petite question, est-ce que tu penses que ce serait jouable à court, moyen ou long terme que dans les cahiers des charges de l'agriculture bio, il puisse y avoir des éléments sur la biodiversité? Parce que je trouve que ça manque dramatiquement en France et en Europe. Politiquement, il ne va pas falloir louper le coche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, les gens qui se sont mis à la bio dans les années 80, 90, 2000, ils sont capables d'entendre ton discours. Ceux qui sont en train d'y passer aujourd'hui un peu moins. Moi, je ne suis pas forcément engagé dans ces discussions-là avec le monde de la bio. Mais simplement, nous déjà, on est en discussion avec le CNAOL, donc le Syndicat national des appellations d'origine laitière, et l'INAO, qui a pondu une note en septembre 2016 à la demande de l'AOP Tom des Vosges. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas afficher de biodiversité dans les AOP.
faut le savoir, hein, l'INAO c'est pas rien, ça devient un service public, on ne fait pas ce qu'on veut dans une AOP. Et donc il y a une demande formelle aujourd'hui, et donc normalement l'AOP quant à le salaire vont se joindre à la tonne d'ébauche pour faire cette demande-là. Et quand je disais le projet qu'on souhaite monter, c'est bien faire acter à l'INAO que désormais ce qu'on veut c'est qu'il y ait des AOP, qu'il y ait des AOP biodiversité. Et nous on veut réfléchir à qu'est-ce qu'on met là-dedans. Simplement un complément, Bernard Clément. Je participe depuis plusieurs années à l'initiative des parcs naturels régionaux, à une opération qui s'appelle Projet Fleury, qui est un concours régional et national. Et je pense que c'est une démarche plus ponctuelle dans le temps, mais ça reprend un peu, je vois pas mal d'éléments que tu as présentés ici, notamment sur de faire en sorte que à la fois les membres de la Chambre d'agriculture, les techniciens de l'élevage, tout ça se rencontrent sur un même espace avec l'agriculteur. Mais j'en ai pas parlé, mais ça a été nos premières rencontres. Voilà, il y a 8 ans, les premiers concours Prairie Fleurie que j'ai fait, c'est là où j'ai commencé à tisser des liens avec les gens des chambres, c'est là qu'on a commencé à discuter. Donc c'est sûr que le concours Prairie Fleurie participe énormément de ces démarches. Et la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, et on le vit tous dans toutes nos structures, c'est comment respecter un temps long. Il y a un moment donné, un agriculteur, vous n'allez pas le voir et puis vous le laissez tomber, il ne revoit plus pendant 6 ans. À un moment donné, ces gens-là, si on veut les emmener avec nous, il faut qu'il y ait un respect du temps long, il faut qu'ils nous voient régulièrement, il faut le temps de l'action. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, typiquement le problème du concours Prairie Fleurie, vous allez sur un territoire, vous faites la journée, vous n'y revenez pas. Non mais tu peux, mais je veux dire, nous la complexité dans le cadre de notre travail, c'est justement, et c'est ce qu'on fait avec les chambres, on va monter des projets dans des contrats territoriaux payés par l'agence de l'eau, on monte des projets avec le FEADER, on essaye de monter plein de projets pour avoir cette permanence du temps sur les territoires, parce que sinon, voilà, encore une fois, vous voyez ma tête, quand j'arrive dans un groupe d'agriculteurs au plein milieu du Cantal, ça, tout ne se fait pas en 2 heures. Voilà. Il faut du temps, il faut qu'on discute machinisme, il faut qu'on aille voir les parcelles, etc.